appelé la formation un mois, un roi. Du coup, chaque mois, la tradition veut que je vous présente un roi. On avait commencé par Saint-Louis, et maintenant on saute, on remonte dans le temps, on va aller à Louis XVI. Vous allez voir qu'il y a des accointances, il y a des similarités qui sont vraiment très intéressantes à soulever, parce que en fait Saint-Louis, et on a commencé par lui parce que c'est vraiment la base et le modèle sur lequel sur lequel se sont fixés tous les autres rois par la suite. Et Louis XVI a été, malgré toute l'idéologie et les mensonges révolutionnaires sur sa personne, a été un des plus grands défenseurs du peuple. Et ça, c'est vraiment important à voir, que Louis XVI est un roi des pauvres, on va dire. On avait intitulé ce cercle Louis XVI, roi populaire, roi martyr. Parce que véritablement, c'est comme ça que va s'organiser après la suite de cette conférence. On va commencer par voir en quoi Louis XVI a été au plus proche des minorités, des malades, des démunis et plus ou moins des rejetés de la société. Après, on va voir qu'il a été aussi au point dans tout ce qui est art, science et aussi des corporations, mais aussi des pauvres, et comme quoi il a été proche du peuple et toujours aimé de celui-ci. Toujours aimé, même jusqu'en 1793, où là on a un matraquage révolutionnaire qui veut faire passer, on a des estampes, on a une organisation médiatique, presque, on pourrait presque parler de masse média. Maurras parle, il dit dans l'avenir de l'intelligence, dès 1750, on a une république, on a une sorte de pré-république, il ne le dit pas comme ça, mais de lettrés qui se met en place et qui vont diffuser toute une idéologie permissive qu'on a dès cette époque-là, et c'est notamment grâce aux estampes et grâce à énormément de journaux, des pamphlets qui vont être diffusés, et c'est comme ça qu'on va pouvoir critiquer le roi et pouvoir faire tomber en quelque sorte la balance dans le camp des révolutionnaires. Mais ça, c'est encore à déconstruire cette idée-là, puisque en fait, on se rend compte, je vais vous l'expliquer, que Louis XVI a toujours été aimé du peuple, même à la fin, même le jour même de sa mort, même voilà, quand les tambours ont commencé à rouler, là, il y a encore des gens qui sont prêts, qui croient qu'il va être sauvé à la dernière seconde. C'est vraiment important. Et à la fin, roi martyr, et là je vais juste finir là-dessus sur qui étaient ses véritables ennemis et pourquoi il est mort, qui l'a tué et comment ça s'est organisé et contre qui Louis XVI s'est battu. Et ça implique vraiment de voir qui, en fait, au final, a voulu se venger en le tuant. Alors, on va commencer du coup par Louis XVI, le roi des démunis, des pauvres, des exclus de la société. J'ai mis un peu tout le monde, j'ai même mis les femmes dans cette catégorie, même si tout le monde sait que les femmes au XVIIIe siècle sont, on va dire, vous avez plusieurs catégories de femmes, je ne fais pas d'études du genre, mais on a une femme qui va être la bourgeoise de salon, qui va avoir énormément de pouvoir, et on va aussi avoir des femmes qui vont être quasiment à l'égal de l'homme, notamment avec la place dans le foyer, qui est une tradition médiévale qui est héritée jusqu'au XVIIIe siècle. Donc les femmes, elles ne méritent pas forcément d'être dans cette place de démunis, de rejetés de la société, mais je l'ai classé dans cette catégorie pour un souci méthodologique, aussi simplement ça. Alors, Louis XVI, il arrive au pouvoir. Alors, Louis XVI, comme vous le savez certainement, son arrivée au pouvoir, elle est assez malchanceuse, et à la base, ce n'est pas lui qui devait être roi, c'était son frère. Il est le quatrième de sa fratrie. Il a perdu en moins de 6 ans son père, sa mère, son frère. Vous voyez, donc on a vraiment, et lui, il se retrouve à 13 ans, tout seul, sans véritablement, enfin, les révolutionnaires ont encore exagéré pour dire, quand je dis révolutionnaires, c'est les révolutionnaires de l'époque, de la Convention, et jusqu'à maintenant. Je considère que la Révolution française, au niveau des élites, ne s'est pas forcément arrêtée. Et du coup, ces gens-là diffusent une idée selon laquelle il n'était pas formé. Il n'était pas formé en économie. C'est le seul point dans lequel, en économie, en finance, en banque, il n'était pas formé. C'est le seul point où il n'était pas formé, c'est tout.
il était excellent en géographie, on y reviendra, c'était un grand héros de la géographie. D'ailleurs, les marins, je pense que si les marins devraient avoir un saint patron et si Louis XVI était canonisé, ce serait Saint Louis XVI, le patron des marins, c'est obligé. On y reviendra. Alors, il arrive, du coup, le jour de son sacre, même avant son sacre, pour fêter un petit peu l'idée que le roi est mort, vive le roi, eh bien, pour fêter ça, il y a une grande fête qui est organisée dans Paris, donc on organise des feux d'artifice, et le jour de ces feux d'artifice, il y a 120 morts. 120 morts, c'est à peu près ce qu'on a eu l'autre jour au Bataclan. Le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé, donc le roi c'est un enfant de 14 ans, à ce moment-là, il n'est pas encore sacré. Qu'est-ce qu'il organise? On n'a pas un matraquage médiatique, mais il va donner toute sa cagnotte, on va dire, tout ce qu'il a accumulé en étrenne depuis toute son enfance, parce que les rois ont une cagnotte personnelle, il va tout donner aux victimes. Voilà, c'est pas comme là, le Bataclan, j'ai appris, les pauvres familles des victimes vont avoir un arbre, pour l'instant. Ils n'ont pas grand-chose, ils ont eu un arbre planté, un arbre de la liberté. Voilà. Et du coup, voilà, c'est quand même... On a quand même ici un roi qui dédommage les victimes, même si voilà, c'est un accident de feu d'artifice, un feu d'artifice qui est retombé sur la foule. Voilà, il y a eu un mouvement de foule énorme puisque ça a pété en plein milieu de tout le monde. Là, ça fait 120 morts. Et du coup, le roi a déjà, même à 14 ans, bon, bien sûr, il a des conseillers, hein, mais c'est comme ça qu'il arrive et qu'il se fait déjà bien aimer du peuple. Et c'est à partir de cette action-là, très jeune, qu'il va. C'est sa première action de charité. Et ça va se perdurer après dans tout son règne. Le jour de son sacre, alors les finances sont déjà très mauvaises. Hein. Il recueille, on va dire, les finances très mauvaises de Louis XIV. Et puis après, les mauvaises finances de Louis XV, qui s'intéressait plus à la duchesse du Barry, qui était dans son lit, qui était sa maîtresse, qu'aux finances. Du coup, la première chose qu'il fait, c'est elle, la duchesse du Barry, donc la maîtresse de sa femme, il l'arrête tout de suite. Tout de suite, hop, dans les cachots, on n'en a plus jamais entendu parler. Alors, donc ça a fait beaucoup de bien, parce qu'elle était pas aimée du peuple. Et du coup, ça a fait beaucoup de bien. Et après, normalement, il y a un édit qui est pour tous les rois de France, qui est l'édit de joyeux avènements. C'est-à-dire, on demande au peuple de payer un petit tribut pour souhaiter bonne chance au roi qui vient d'être sacré. Donc là, c'est 24 millions de livres abolis. Parce que le roi Louis XVI décide le jour de son sacre d'abolir ça. Donc il abolit ça. Donc il y a 24 millions qui ne sont pas taxés sur les pauvres. Le jour de son sacre, 100 000 livres distribués aux pauvres. Je vais essayer de ne pas trop faire des listes, mais même si ce serait nécessaire. Quelques jours après, juste après son sacre, donc on est en 1775, juste après son sacre, qu'est-ce qui se passe? Alors un roi, il ne va pas faire la fête et s'amuser à faire la fiesta, voilà, comme certainement François Hollande après sa nomination en tant que président. Après son sacre, le roi il va guérir les écrouelles. Alors guérir les écrouelles, c'est une spécialité typiquement française et anglaise parfois, c'est-à-dire qu'on dit le roi te touche, Dieu te guérisse. Le roi incarne Dieu sur terre, et du coup, il va aller vers les sérophuleux, c'est-à-dire des gens qui ont une certaine forme de maladie tuberculeuse, et il les touche, et il dit le roi te touche, Dieu te guérisse. Et du coup, ça a parfois accompli des miracles, en sachant que ce jour-là, le jour juste après son sacre, hein. Donc au lieu, ça a coûté énormément cher, faire une énorme soirée, etc. Là, il a touché 2400 personnes. Donc c'est énorme, c'est énorme. Donc là, normalement, les autres rois, ils le font à 10, 20 sérophuleux, juste pour le côté mythique, le côté spectaculaire. Lui, il en a fait 2400. Donc tout pareil. Après, ce qu'il fait, alors souvent, on m'a dit que Marie-Antoinette aussi était... je ne vais pas réhabiliter Marie-Antoinette ici, hein, parce que j'ai une sympathie pour le personnage, mais qui n'est pas aussi dévouée que pour Louis XVI. On dit qu'elle n'en avait rien à faire du peuple. Là, elle écrit dans une lettre personnelle à sa mère, donc là, c'est inédit, hein, ce que je vous sors. Le sacre a été parfait. Je vais plus loin. Il y a eu des acclamations touchantes. Mes larmes ont coulé malgré moi, malgré la cherté du pain qui malheureusement continue. Vous voyez que là, c'est lettre inédite de Marie-Antoinette à sa mère.
L'Unidite, c'est moi qui l'ai dit. Donc ça, là, c'est ma seule partie où j'ai fait vraiment un travail d'historien, où je suis allé à la source. Le reste, j'ai pris sur d'autres historiens. Je fais le professeur. Mais là, c'est ma seule partie qui est une source véritable. Ça, vous voyez qu'on dit que Marie-Antoinette n'en avait rien à faire des finances. Elle, c'est une des premières où, quand le roi lui a dit de se sacrifier, elle s'est sacrifiée. Elle reconnaît que la cherté du pain, malheureusement, continue. Et on a quand même des acclamations touchantes du peuple. Elle, le roi lui dit, il va falloir immédiatement limiter la garde-robe. On dit qu'elle avait des faces, elle avait une garde-robe immense de kilomètres carrés, si on entend les révolutionnaires. Dès l'arrivée, où elle est officiellement reine, on a un tiers de moins en frais de bouche. Donc tout ce qui est l'alimentation, les repas, etc. La garde-robe de la reine divisée à un tiers. L'équipage de chasse, alors, le roi Louis XVI était un grand chasseur, contrairement à ce qu'on dit, il était un bon chasseur, et on a arrêté la chasse aux daims et aux sangliers. Également, le roi a un équipage de chasse avec lequel il va par rapport à tel ou tel animal. Donc il n'y a plus de daims, plus de sangliers. C'est important. On n'a plus les menus plaisirs, c'est-à-dire on réduit, on réduit d'un tiers encore les menus plaisirs. C'est-à-dire c'est les fêtes, les menus plaisirs, c'est une sorte de ministère des menus plaisirs, si on veut, c'est les fêtes, les cérémonies, tout ce qui avait un peu mis en place Louis XVI. Louis XIV, pardon, ça, on réduit encore d'un tiers. Pour vous donner un exemple, la petite écurie, donc il y a la grande et la petite écurie, c'est des organes de chasse encore, on passe de 6000 chevaux à 1800. Ça, c'est dès le début du règne. Donc vous voyez, dès ce début-là, on a une volonté du roi de réduire véritablement toutes ces dépenses, et lui, on l'a représenté, mais c'est horrible, hein, vous regardez des estampes révolutionnaires, on le représente en gros porc, avec une tête de Louis XVI, parce qu'on disait qu'il s'engraissait, vous voyez, toujours vous avez eu cette image à l'école, où on a le pauvre, et dessus on a qui est écrasé par les deux autres ordres, et ça c'est ridicule de voir ça, parce qu'on voit que le roi, et même la plupart de la noblesse, et le clergé bien sûr, faisaient tout pour redistribuer aux pauvres. Bref, après venons-en au cours de sa vie, plus généralement à tout ce qu'il a fait pour les handicapés, les pauvres, les démunis. Alors, il a commencé avec l'abbé de l'épée. L'abbé de l'épée, là il a créé pour les sourds et les muets qui étaient sans fortune une école. Et ça, il y a eu David l'épée, l'abbé de l'épée. L'abbé de l'épée, il a créé la langue des signes. Et c'est lui qui a impliqué la langue des signes, et c'est le roi lui-même qui paye, qui donne de sa propre cassette 6000 livres. Donc c'est énorme. Hein. Et c'est contre la vie. Ce qui est marrant, c'est que c'est là, en fait, l'absolutisme royal qu'on nous vend à toutes les sauces. Là, c'est Louis XVI qui fait de l'absolutisme royal. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a une décision comme ça personnelle, il y a quand même un conseil. La monarchie est essentiellement organisée autour d'un conseil avec des spécialistes. Et là, il avait convoqué l'archevêque, et l'archevêque de Paris lui dit, il ne faut pas donner d'argent à l'abbé de l'épée, parce qu'il est janséniste. On suppose qu'il est janséniste. Et lui, il dit, voilà, là c'est l'absolutisme royal, le roi veut, et du coup le roi a fait, et il a donné malgré l'avis de l'archevêque. Donc c'est ça l'absolutisme royal. Il n'y a rien de... Enfin, personnellement, ça ne me choque pas. Qu'on crée la langue des signes et qu'on aide des sourds et muets qui n'ont pas un sou. Voilà. Il a créé dans la même optique l'école Valentin à Huige pour les aveugles. Il a créé aussi... donc là, c'est de sa cassette personnelle, hein, c'est pas avec les sous de l'État. C'est lui, il aurait pu garder tout ça pour se payer des robes ou se payer une magnifique couronne avec un grand soleil comme Louis XIV, mais lui fait tout pour créer une école pour les aveugles. Et il n'a rien à gagner de tout ça. Alors, il a aussi... on continue du coup sur les démunis et les gens qui ont vraiment rien... Il n'a rien à gagner d'aider ces gens-là, mais c'est parce qu'ils sont pauvres qu'il va les aider. C'est un roi, on dit dans tous les traités, un traité depuis le XIIe siècle environ, il commence par le roi Louis, ou un roi qui s'appelle Louis, le très chrétien. Et du coup, on voit qu'il a vraiment appliqué toute la doctrine chrétienne au plus haut point. Dans le sens où, au niveau de la justice, alors, au niveau de la justice, il a mis en place, par exemple,
il y a quelqu'un qui se fait arrêter, et on le met en prison, et si on se rend compte qu'il était innocent, on le rembourse, on l'indemnise. C'est des indemnités pour des accusés en préventive. Et c'est plus ou moins révolutionnaire. On a pour les prisons des infirmeries considérées comme claires et aérées qui se sont mis en place. Et ça, c'est encore assez frais, hein, j'insiste. On a le financement des aménagements de l'Hôtel-Dieu pour que les malades aient tous un lit personnel. Vous voyez, alors qu'avant, on pouvait avoir des lits où il y ait 4 personnes. 4 personnes dans un même lit. Ça, encore de sa cassette personnelle. Il a créé un hôpital des enfants avec des maladies religieuses. Un hôpital des enfants avec des maladies contagieuses. Ça s'appelle encore maintenant l'hôpital des enfants malades. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc pourquoi il a ce grand souci des malades, des handicapés et de tout ça? Pourquoi? C'est très simple, c'est parce qu'il a vu sa famille mourir et il a vu son frère mourir d'une maladie contagieuse. Il a de la tuberculose, une sorte de tuberculose. Et du coup, lui-même, il a promu les vaccins contre la variole, et il se l'est lui-même injecté, et il a fait injecter à tous ses frères. Du coup, ce qui fait que tout le monde lui déconseillait, là encore, absolutisme réel, parce qu'on ne savait pas, souvent on considérait que inoculer le vaccin, ça créait même la maladie. Ça arrivait souvent. Et lui, il s'est inoculé, il a dit à toute la famille royale, et lui-même, il a dit, pour prouver la véracité du produit, il s'est mis 5 doses, lui-même, il a eu un pic de fièvre énorme, et du coup, tout le monde était paniqué, on a dit, le roi va mourir, il vient juste d'arriver sur le trône, qu'est-ce qu'on va faire? Et du coup, finalement, la fièvre est retombée. Vous voyez, quand même, acte de courage, parce que personne ne croyait en ce vaccin-là. Et finalement, après, le vaccin s'est démocratisé, puisque le roi l'avait fait, les gens se sont dit, bah, nous, on va suivre le roi, qu'importe. Et donc, du coup, tout le monde s'est inoculé le vaccin contre la variole, qui était gratuit, hein, payé par l'État. Et du coup, par l'État et par l'Église. Et du coup, on a ça qui se démocratise grâce à Louis XVI encore. Voilà. Après, on a d'autres choses que je peux juste vous citer de manière assez intéressante. Par exemple, il abolit la torture. Il n'y a plus de torture sous Louis XVI. Il n'y a plus la petite question, notamment la petite et la grande question, complètement abolie. Même si c'était c'est juste sur le papier que c'est aboli, puisque personne ne pratiquait la torture au XVIIIe siècle. C'est très très rare. On a eu le cas d'Amiens, qui est bien sûr l'exemple parfait de la torture, mais à savoir que le roi Louis XV, lui, ne voulait pas lui-même de la torture, il tournait la tête. Il faut lire les écrits de Marion Sigaud sur Damien, elle explique très bien que le roi Louis XV n'avait aucune envie de participer à la torture horrible, processus carrément anglais de la torture, en plus, qui n'est pas du tout une pratique française, là, ce qui a été impliqué à Damien, qui était voulu par des mondains parisiens, parisiens et par même cosmopolites comme Casanova, qui étaient au premier rang, les gens payaient leur place et jouissaient devant le massacre de Damien. Bref, revenons à Louis XVI. Alors, aussi pour les femmes, alors Louis XVI, il a mis les femmes dans les maîtrises. Toutes les femmes ont eu accès à toutes les maîtrises. Avant, il y avait des maîtrises où les femmes n'avaient pas le droit, ou juste il n'y avait pas de femmes dans ces emplois-là. Maintenant, les femmes ont eu accès à toutes les maîtrises. Les femmes mariées et les mineurs peuvent toucher eux-mêmes leur pension. Des fois, il fallait demander l'avis au mari, etc. Là, c'est directement, si tu travailles, tu es mineur, tu travailles, tu peux toucher l'argent. Donc ça, c'est parfait. Après, il y a des réformes symboliques. Il fait abolir le servage de main morte et le droit de suite dans le domaine royal. Donc ça n'a pas été suivi. Donc je vous explique ce que c'est. Le droit de suite, avant, on pouvait garder l'influence d'un serf s'il se déplaçait d'une terre. Normalement, un cerf, il est attaché à sa terre. S'il voulait sortir de la terre, avant, on pouvait le poursuivre. On pouvait demander, voilà, notre cerf s'échappe, il part dans le Languedoc. On peut aller contacter un seigneur du Languedoc et le ramener le cerf. Bon, alors ça, c'était plus ou moins légendaire. À l'époque, c'est encore là, c'est les Voltairiens qui diffusaient cette idée-là que le droit de suite était encore éminent. Mais depuis le Xe siècle, le droit de cuissage. Voilà, le droit de cuissage, c'est des mensonges. Mais le droit de suite a existé, mais il a été arrêté au Xe siècle. Voilà, donc au Xe siècle, il y a des terres refuges qui sont, c'est-à-dire où si jamais il y a un cerf qui est vraiment maltraité et qui veut s'en aller se marier avec qui il veut, etc., sans vraiment plus passer par le seigneur,
bien, l'Église et même des seigneurs offrent des terres refuges sur lesquelles peuvent s'installer les serfs. Voilà, aussi simplement que ça. Alors, là, on continue un petit peu sur les démunis et après on va passer sur quelque chose de plus important. Les démunis, on a les juifs. Les juifs, à l'époque, je ne parle pas des hauts juifs, disons, qui étaient dans les réseaux, mais des juifs, on pourrait dire pour maintenant l'expression consacrée du quotidien, qui eux, on leur obligeait encore à porter le pH corporel. Donc, soit une mini rouelle, c'est-à-dire une toute petite rouelle jaune, ou le plus important au niveau politique, c'est qu'on leur interdisait l'accès à certaines maîtrises. Et du coup, maintenant ils ont accès aux maîtrises, et même Louis XVI leur construit deux synagogues, une à Nancy, on peut encore voir, et une à Lunéville. Voilà, pareil, il crée aussi l'état civil pour les protestants. Ce que le pape avait fait avant. Oui, il crée l'état civil pour les protestants. Voilà, et après, c'est vraiment ça. Il a le souci du pauvre, et il a le souci, pas du pauvre, du plus pauvre. C'est-à-dire que là, c'est le Christ. Il veut marcher dans ses pas. On a le souci vraiment du mec qui est, voilà, c'est Marie-Madeleine. On va aller voir le plus perdu des perdus, et pour l'amener, et pour dire, voilà, toi, tu es beau, tu es tuberculeux, mais voilà, le roi te touche, Dieu te bénisse. C'est vraiment cette expression, elle veut tout. Bref, maintenant, on va aller voir la technologie de Louis XVI. Alors, Louis XVI, ça là, c'est surtout, non pas pour voir ses réformes sociales, mais pour voir quand même qu'il avait une intelligence, et que ça se rapproche des réformes sociales dans le sens où il a donné du travail aux gens. Ça a permis de faire vivre des gens. Il a créé des corps dans le sens de corporation. Il a créé notamment le corps des pompiers. À savoir que cette information à vérifier, parce que je pense que c'était un petit peu antérieur à Louis XVI, mais lui a confirmé juste une réforme antérieure. Et au niveau aussi de la technologie, par rapport aux pompiers, il a installé des pompes à feu pour approvisionner Paris en eau courante. Et c'est lui-même qui a tracé les plans. Vous pouvez voir à Versailles, il a construit un cabinet privé où il a une énorme table, parce qu'il était, on y reviendra, il était très fort en géographie, du coup il avait sa table, une table spéciale qui était installée là pour déplier des grandes cartes de géographie, et lui, des grands planisphères, et lui, il avait tracé les plans dans Paris pour faire amener de l'eau courante. Donc vous voyez, normalement c'est pas un roi de faire ça, et lui il avait vraiment le souci de son peuple, c'est ça. On a d'autres choses au niveau il a créé le musée des sciences et techniques, qui est maintenant notre centre national des arts et métiers. Donc c'est pour voir que l'histoire, ça éclaire encore notre monde d'aujourd'hui. Le centre des arts et métiers, ça existe grâce à Louis XVI. L'école des mines, c'est Louis XVI. La montgolfière, ça vous le savez certainement, la montgolfière, c'est Louis XVI. Voilà. Il y a aussi moins connu la machine à vapeur sur l'eau. C'est Louis qui a financé un certain Geoffroy d'Abon qui a voulu installer une machine à vapeur sur l'eau. Donc là, on a un souci technique, et je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure sur les marins. Louis XVI était un très grand amateur de géographie, je vous l'ai dit, mais aussi de marine. C'est un marin, c'est un très grand lecteur aussi de récits de voyage. C'est quelqu'un qui a tout fait pour les marins. Il a été à Cherbourg, il est très peu sorti de Paris. Hein. Dans sa vie, il est sorti pour Varennes et pour Cherbourg. À Cherbourg, il est allé c'est assez beau de voir son parcours là. Il va du coup jusqu'à Cherbourg, et il va voir tout un système de protection qui a été installé avec des îlots en bois construits flottants, sur lesquels on va pouvoir installer une armée pour se protéger et pour aussi protéger le commerce. Et il embarque sur un bateau assez drôle, un bateau qui s'appelle le Patriote. Le Patriote, souvent, le mot patriotisme, patrie, c'est souvent des mots que les républicains croient avoir inventés. Donc là, Louis XVI, il embarque sur le Patriote, et il va, donc les gens sont honorés de voir le roi en personne à Cherbourg. Et donc il va voir les marins, donc, tout le monde, il serre des mains, etc. Et il pose des questions, il dit là comment on fait ça? Moi j'y connais rien du tout en marine, mais il dit comme le nœud là, faites voir, et il essaye des nœuds, il fait des nœuds de marine,
il pose des questions sur comment organiser, s'il y a des débordements avec l'eau, comment organiser, etc. Donc il pose d'excellentes questions et les gens sont étonnés, même le chef des marins sur ce bateau du Patriote, il écrit dans son journal qu'il est étonné par toutes les questions que le roi pose. Il se demande si le roi est aussi bon, pour tout que pour la marine. Donc ça aurait été un peu mieux s'il était meilleur en finance qu'en marine, mais c'est assez intéressant. L'historien Taimit, il dit on espère que le roi saurait mener le royaume comme il avait su mener à bonne fin sa marine. Et c'est vrai, parce qu'il a vraiment aidé, et vous le savez aussi, la Scasas, les grands voyages de la Pérouse, ont été financés essentiellement par Louis XVI, et entièrement par Louis XVI. Louis XVI voulait absolument que la Pérouse fasse son voyage, découvre, et là pas pour coloniser, pas pour faire son anglais de base, hein, il voulait absolument aller sur place, découvrir des plantes. Il est vraiment dans une perspective chrétienne. Il veut nommer les plantes, il veut être le premier à trouver des plantes, les nommer. Et c'est pour ça que la Pérouse, même jusque sur l'échafaud, juste avant de dire son fameux texte sur l'échafaud, il va juste demander avez-vous des nouvelles de la Pérouse? Parce que la Pérouse avait coulé, et du coup il y avait eu le naufrage, et ils sont tous morts. Et il a toujours demandé, jusqu'à l'échafaud, avez-vous des nouvelles de la Pérouse? Il n'y en avait pas. Ils avaient coulé. C'est simplement ça. Alors, maintenant on va passer à aussi, un petit point sur le social, un petit peu. Sur le roi des pauvres, c'est aussi le roi de la corporation. Je vous l'ai dit, et de la diplomatie. Le roi a eu une diplomatie au niveau des pauvres qui est très forte. D'ailleurs, le mot justice sociale, c'est Louis XVI qui a inventé la formule justice sociale. C'est énorme, hein, au niveau mondial, c'est énorme. D'une, que ce soit un souverain, et de deux, que ce soit français, pour nous, c'est du pain béni. Vous savez que Turgot a été du coup son ministre des Finances, et Turgot avait une grande sympathie, c'est un homme qui, du XVIIIe siècle, avait une grande sympathie pour le libéralisme, et avait voulu abolir les corporations, qui pour lui étaient un rempart au libéralisme. Il n'avait pas tort. Les corporations sont un rempart pour le libéralisme. Et du coup, Louis XVI, lui-même, encore absolutisme royal, par-dessus tous ses conseillers, dont Turgot, il dit il faut réintroduire les corporations. Le peuple veut ces corporations. Et que dit-il quand il réinstaure ces corporations? En faisant cette création, nous voulons donner aux ouvriers les moyens de défense que nous voulons qu'ils puissent jouir en commun de leur intelligence. L'intelligence, du coup, qui est le bien le plus précieux de l'homme. C'est magnifique comme phrase. En faisant cette création, donc en remettant les corporations, on veut donner aux ouvriers les moyens de se défendre et on veut qu'ils jouissent en commun de leur intelligence, qui est le bien le plus précieux de l'homme. Magnifique. Donc on a l'idée de la communauté, l'idée de la protection du peuple, il y a tout dans cette phrase, il y a tout Louis XVI dans cette phrase. Voilà. Maintenant, Louis XVI a eu aussi, voilà, j'ai une petite anecdote, entre-temps c'est un petit interlude si on veut. Louis XVI avait aussi participé pour des causes exceptionnelles, je vous l'ai dit tout à l'heure avec les feux d'artifice. Il y a eu en 1794, et c'est aussi une des raisons, en 1784, pardon, une des raisons de... Oui, en 1794, il n'était plus là, le pauvre. En 1784, il y avait eu un hiver terrible, dont on suppose que c'est aussi à l'origine de la Révolution française, encore une histoire à creuser. Et cet hiver terrible, il faisait, vous voyez, depuis le 14, on était dans un refroidissement, et après Louis XVI, on a eu un réchauffement lent, donc c'est assez important de voir tout ça. Et du coup, ça influence sur les mentalités. Et du coup, pour les victimes du froid, encore sur sa cassette personnelle, Louis XVI avait donné 7 millions de livres pour les pauvres de France, du royaume. Et du coup, c'est 7 millions de livres pour le remercier. Donc ça, c'est vraiment drôle comme anecdote. Pour le remercier, les pauvres, sur le Pont Neuf, ils avaient construit, donc sans aucune organisation, comme ça, un immense bonhomme de neige et de glace qui avait été taillé pour ressembler au roi de France, donc pour ressembler à Louis XVI. Et ils avaient fait ça, il faisait 9 mètres de haut. Et ce qui est très drôle, c'est que le 21 janvier 1884, la tête est tombée. C'est marrant, hein, on est
1784, le 21 janvier. On est, du coup, c'est l'anniversaire, le 21 janvier, c'est l'anniversaire, du coup, on est 9 ans avant que sa tête soit véritablement coupée. Et c'est pas une anecdote, hein, c'est véritable. Et il y a un de ces ministres qui est passé et qui a dit, pourvu que ce soit, enfin la légende dit, pourvu que ce ne soit pas une mauvaise augure. Voilà, là c'est légendaire. Mais la statue et la tête tombée le 21 janvier est véritable. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait écrit en bas de cette statue, notre amour pour lui nous réchauffe. On est en 1784. Il n'y a pas de. On est sur une initiative populaire. C'est pas la mairie, enfin l'organisation parisienne qui avait organisé de se faire un bonhomme de neige de 9 mètres de haut. Voilà. Donc voilà pour la petite anecdote. Après, Louis XVI, qui sont ses ennemis? Alors, Louis XVI, et comment expliquer qu'un personnage aussi aimé puisse arriver à être tué en place publique devant tout le monde? Comment ça s'est organisé? Alors, Louis XVI a eu une attaque contre le parlementarisme. Ça, c'est important, on peut s'en servir de ça. Louis XVI au Parlement, et là, c'est encore de l'absolutisme royal, puisqu'il veut passer souvent par-dessus les parlements. Il voulait avoir vraiment une politique réelle. Il dit que les parlements, quand il était dauphin, déjà en étant dauphin, il dit les parlements, il y a dans ses écrits, ne peuvent jamais être l'organe de la nation vis-à-vis du roi, ni l'organe souverain vis-à-vis de la nation. Donc ça, c'est dans ses écrits quand il était dauphin. Et du coup, on voulait souvent supprimer les parlements de province pour les remplacer par des assemblées élues. Ça, c'est Necker qui voulait mettre ça en place, mais c'est avec le roi qui approuve. Donc on a vraiment une haine du parlementarisme. Cet esprit, on va dire, pré-bourgeois hein, qui se met en place, où on a des gens qui sont élus et qui restent. C'est aussi simple que ça. Il dit aussi, après plus tard, hein, là il est plus dauphin, il est véritablement roi, et il dit, ne vous occupez-vous, donc là il est devant les parlements, hein, devant le parlement, il dit, ne vous occupez que du soin de remplir vos fonctions et de répondre à mes vues pour le bonheur de mes sujets, qui sera toujours mon unique objet. Écoutez bien cette phrase, je la répète, ne vous occupez que du soin de remplir vos fonctions, en clair, faites votre travail, et de répondre à mes vues, donc faites ce que je veux, mais non pas faites ce que je veux pour mon propre plaisir. Là, le fameux le roi fait tel son bon plaisir, ça c'est complètement faux. Il dit répondre à mes vues, il dit ça au Parlement, pour le bonheur de mes sujets. Il a vraiment un souci de ses sujets, pas de sa propre personne et de ses propres intérêts. Et là, du coup, quand il déclare ça, on voit que l'antiparlementarisme marche très bien dans la population, puisque le peuple fête avec des feux d'artifice. On a vraiment ça. L'antiparlementarisme de Louis XVI est lié à aussi une sympathie populaire. Donc, le Parlement, c'est ses ennemis. Il le déclare officiellement comme un ennemi. Qui d'autre? La banque. Ça, c'est important. C'est une clé de lecture assez importante. La clé de lecture bancaire. Et du coup, en fait, Louis XVI avait créé, donc ça c'est une grande réforme sociale, il avait réhabilité le Mont-de-Piété. Le Mont-de-Piété, c'est une banque à prêt très réduit pour les pauvres. C'est un prêt à 10%. Par contre, c'est pas 10% comme actuellement, hein, on vous dit 2% et au final vous remboursez, je sais pas, 50%. Non, c'est 10%. Vous empruntez 100 livres, vous devez rendre 100 livres. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est le Mont-de-Piété. Ça a été fermé, à votre avis, quand? Après la Révolution, en 1795, ça a été fermé. Et après, on a réinstallé des systèmes bancaires où vous empruntiez des fois à 100% pendant la Révolution. Avec notamment la grosse crise des assignats, on a des gros problèmes bancaires et les Mont-de-Piété sont fermés. Ils ont été rouverts après, mais ils ont rouvert sous l'Empire à 20%. C'était plus 10%. Donc c'est assez important. Et il a une guerre déclarée, hein, Louis XVI, contre la banque. Les Mont-de-Piété ont fait énormément de bien au peuple de Paris. À chaque fois qu'il y a ça, à chaque fois qu'il y a des réformes sociales, des réformes bancaires pour le peuple, eh bien ça va participer à encore encourager
encourager que le peuple l'aime, le peuple le fête. Je vous l'ai dit tout à l'heure, juste pour une phrase de parlement, le peuple il sort avec des feux d'artifice. Okay. Alors, pour vous dire aussi, Louis XVI avait mis en place, il se méfiait beaucoup des parlements, de la banque, il avait mis en place avec un certain Lenoir, c'est aussi un personnage qui est assez peu regardé du côté des historiens, qui mériterait. Alors, un personnage exemplaire. Il était policier, chef de la police de Paris, et pourtant exemplaire. Okay. Pourquoi? Alors, avec cet homme, Louis XVI a eu encore des réformes sociales, des réformes notamment de protection, et on voulait se méfier des brigands. Par exemple, Paris était éclairé essentiellement avec des chandelles qui s'éteignaient. Tous les étrangers, notamment les Anglais, se plaignaient qu'en France, on ne voyait rien dans Paris, parce qu'il y avait des chandelles. Il a mis 1500 lampes à huile qui ont été supprimées après. À chaque fois, il fait des réformes comme ça qui sont supprimées. Et ça, c'est grâce à Lenoir, qui est un de ses conseillers, qui est le chef de la police de Paris, qui va faire énormément. Bon, je vous passe des détails, notamment sur de la législation alimentaire, c'est aussi intéressant. Et Lenoir a mis en place un réseau d'espions, on appelle ça des mouches, pour surveiller les usuriers de Paris. Parce que c'est très important, il y a énormément de gens qui se font de l'argent sur le dos des pauvres. Et du coup, ces espions qu'on appelle des mouches vont vraiment inspecter et dénoncer tous ces gens-là. Ces gens-là ne vont pas être embastillés, comme vous savez, à la Bastille, il n'y a jamais eu personne. En 1789, il y avait 7 personnes, dont 3 faussaires, 3 faussaires, 2 fous, et voilà, donc rien du tout. Mais ces gens-là vont être poursuivis, exilés, souvent, les usuriers, et ça grâce à Lenoir. Donc Louis XVI fait, grâce à cet homme, déclare une guerre frontale aux usuriers. Et eux, vous doutez bien qu'ils vont se venger. Donc ils vont se venger pour arriver au final à sa mort, que je ne détaille pas ici, puisque c'est ici je m'intéresse surtout aux réformes sociales et à l'amour du peuple pour le roi. Voilà, venons véritablement maintenant à sa mort et à la fin. Donc en 1789, encore petit rappel militaire, le roi, quand il y a les émeutes, la prise de la Bastille, le roi, quand il écrit rien sur son calepin, les fameuses 4 lettres, etc. Ça aussi, on a tout le blabla révolutionnaire, post-révolutionnaire sur ces lettres. Il avait fait tout pour qu'il n'y ait rien. C'est-à-dire qu'il a tout fait dans tout son combat de règne pour que jamais la police, l'armée ne tire sur la foule. Juste le lendemain, la police de Paris et l'armée est éloignée de Paris. Il donne l'ordre à tout le monde de s'éloigner pour que ne pas attiser les esprits, pour bien montrer que le roi ne veut pas que l'on tire sur la foule, éviter la guerre. Ça, c'est vraiment important, éviter la guerre civile. Il a bien compris que c'était, malheureusement pour lui, c'était trop fort. L'argent anglais, notamment l'argent de financer des présences sur le territoire, tous les Dantons, les Fabre d'Églantine, des merdes. Fabre d'Églantine était une merde. C'est un personnage qui a tout fait pour attaquer Louis XVI, créer des pamphlets, des fausses pièces de théâtre ridicules. Et c'est aucun talent littéraire. Et ce mec-là était payé des milliers de livres par de l'argent anglais pour faire des pamphlets, faire des petits dessins qui soient diffusés à la population pour, après, que ça marche et qu'on continue, que le peuple se mette du côté de la révolution. À savoir que ça a très peu marché. On a un pamphlet, ça aussi, beaucoup de gens ne le savent pas, un pamphlet qui s'appelle Protestation présentée au peuple français contre le jugement de Louis XVI. Pamphlet de 1793. Pamphlet, alors au XVIIIe siècle, ne croyez pas ce qu'on vous dit, les gens savaient lire. 90% de la population est lettrée. Du coup, si vous regardez les journaux, les pamphlets qui sont vendus, vous vous doutez bien que la population, les chiffres sont astronomiques. Et les gens lisent bien plus de journaux à l'époque que maintenant. Pour vraiment la fin, et surtout toutes ces histoires qui animent Paris. Et du coup, là, dans ce pamphlet, Protestation présentée au peuple français contre le jugement de Louis XVI, tout le monde a compris que ce n'était pas un jugement. Les juges en face, ce sont juges et partis, ce sont des gens qui sont des
des ennemis de la France, payés par l'étranger, qui sont notamment, et qui refusent, et qui demandent un appel légitime au peuple que Louis XVI avait demandé. Louis XVI, dans son procès, il reste assez stoïque, on l'appelle Louis Capet, donc on se fout de lui, on lui demande d'enlever tous ses attributs aristocratiques, etc., son vêtement, de s'habiller comme de porter la cocarde. Donc vraiment, on essaye de l'humilier, et lui, il dit, moi je veux un appel légitime au peuple. Et on lui a refusé. On lui a refusé parce que les futurs conventionnels savaient très bien que si on appelle le peuple, ça en est fini de la révolution. La révolution, les gens étaient contre le peuple. La révolution s'est faite contre le peuple. Ça, c'est sûr. Samson, le bourreau du roi. À savoir, c'est marrant, si on lit Samson, à la fin de sa vie, il a écrit, il était beaucoup sollicité dans tous les journaux. Tout le monde voulait absolument avoir des témoignages de lui. Pour savoir ce qui s'est passé, il y a un jeune homme qui voulait se déguiser en Louis Capet le jour donc, du 21 janvier, qui voulait se déguiser en Louis Capet pour faire croire, pour lui-même se sacrifier à la place du roi. Pour voir, il y avait vraiment une dévotion pour le roi. Le fils lui-même de Samson avait organisé une escouade pour sauver le roi in extremis. Ils avaient tout le monde, le Samson lui-même, qui était un couard, parce qu'au final, lui a appuyé pour faire tomber le coup près. Il y avait officiellement, selon ses dires et selon témoignages, hein, c'est tout sous témoignage, il avait 4 pistolets sur lui, il avait 1 kilo de poudre dans le slip. Fallait pas fumer, mais il avait organisé, tout le monde était prêt, les gens attendaient pour l'escouade, tout le monde, mais jusqu'à la fin, et les gens ne comprenaient pas. Et pour vous dire, après, là, c'est un autre débat, encore à creuser, je ne vais pas encore creuser, pour dire aussi qu'il y a un satanisme ce jour-là. On n'est pas ici pour faire une conférence de civitas, mais on coupe la tête de Louis XVI. Là, vous avez l'image où on l'attend, mais parce qu'on ne va pas sur l'image, parce que c'est pas animé, on la secoue. Les gens sont là, les révolutionnaires sont là, jouissent de recevoir du sang de Louis XVI sur eux. Voilà, c'est véridique. Et les gens qui ont vu cette scène, les gens un peu honnêtes, ce sont presque tout le monde sur cette scène-là, les pauvres gens se sont suicidés. C'est assez intéressant à voir. Il y a des gens, sous l'Empire, essayer de tracer pour voir ce qui s'était passé. Il y a énormément de suicides ou de gens qui sont restés. Il y a un monsieur, un certain Pierre Yard, dit le Trembleur, qui était Tango quand Louis XVI va sur la scène, il dit je meurs innocent des crimes que vous m'accablez, etc. Et qu'on annonce que les tambours roulent, lui aussi quoi avait aussi son pistolet sur lui pour préparer pour l'escouade, n'a rien fait. Il roule le tambour. Et toute sa vie, il racontait de bar en bar que la scène, etc., comment terrible c'était. Et lui, il est mort dans de terribles douleurs et on l'appelait le trembleur parce que sa tête et tout son corps tremblaient tellement qu'il était choqué par l'événement. C'est un événement choc. Et c'est là où on peut se rapprocher, toujours, j'aime bien faire ça, éclairer l'actualité un petit peu, la stratégie du choc dont on nous a énormément parlé après le 11 septembre. On a déjà un peu bien sûr, au niveau embryonnaire, une organisation de mass média qui se met en place avec un choc, et on base tout ce choc sur un monde nouveau, un monde du nouvel ordre, qui se met en place pour créer un homme nouveau, et tout ça, on a vraiment des thèmes qui reviennent de la Révolution jusqu'au 11 septembre. C'est là qu'apparaît le mot terroriste, né de la terreur. Là, c'est aussi important à souligner. Donc, ces véritables ennemis à Louis XVI, ce n'était bien sûr pas le peuple, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, c'était les usuriers, la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est aussi à pousser cette question-là. Il y a eu très peu de recherches récentes sur le sujet. Il y a eu Baruel, le classique, mais bon, c'est à prendre avec des pincettes, c'est ancien. Je pense qu'il y a véritablement un travail à faire sur les relations entre la franc-maçonnerie et la Révolution française. Il y a un historien d'Action française, qui est un spécialiste de ça, qui est Augustin Cauchin, et qui n'est pas en plus quelqu'un qui va dans le délire. Augustin Cauchin. D'accord, mais c'est assez âgé, c'est
C'est beaucoup plus récent que Barbel. Oui. Barbel, c'est juste après la Révolution. Alors que Augustin Cochin, c'est début 20e. Voilà, Mais c'était un chartiste. Oui. C'était quelqu'un qui était reconnu dans l'institution des historiens. Mais on n'a pas de travaux récents sur le sujet, ce que je veux dire, en tant qu'historien. François Furet a réhabilité Cochin. Oui. Et il s'est présenté lui-même comme un peu un disciple de Cochin. Donc c'est un historien, lui. Oui, François Furet, il est socialiste. Voilà, c'est un historien réputé. Oui, sur la Révolution française, c'est total. Mais bon, c'est assez important de voir ça parce que Louis XVI a été souvent obligé de se soumettre à la franc-maçonnerie, notamment sur la question américaine. Sur la question américaine, il y a eu la loge des 9 sœurs, des 9 veuves, une loge maçonnique, qui a vraiment fait pression sur lui, et souvent par sa femme, il a vraiment été sur cette question-là poussé, même si bon, il y a des intérêts, c'est vraiment occulte cette question-là sur la question de pourquoi Louis XVI a vraiment voulu, même si on voulait faire un pied de nez à l'Angleterre, vous voyez, il y a des questions diplomatiques lourdes, mais pourquoi vraiment, malgré une grosse crise, et on fait tout pour réduire la dette, pourquoi faire une grosse expédition comme ça pour aller libérer les États-Unis? Voilà. Il y a quelque chose à creuser là-dessus, sur la franc-maçonnerie. On a c'est quand même aussi le combat contre l'Angleterre. Oui, c'est le combat contre l'Angleterre, mais au niveau de... On voit vraiment que c'est l'époque où il faut faire vraiment de grosses coupes dans les dépenses. Et c'est là où il décide de partir en guerre. Et bon, cette question est à creuser. À savoir qu'on a, je ne suis pas partisan, là, sur la Révolution française, on n'a pas besoin de parler de complot. Hein, tout est clair. Les travaux ont tous été faits. À savoir qu'il y a, dès 1785, il y a dans les salons francs-maçons internationaux, on parle de la mort du roi de France. Dès 1785. Il y a énormément de témoignages là-dessus. Sur des conférences internationales franc-maçonnes, on parle de la mort du roi de France. Et Louis XVI a même été menacé. Louis XVI a été menacé par Turgot, notamment. Ça, c'est encore un petit inédit. Turgot, quand Louis XVI vire Turgot, bon, on a souvent dit... Ça, c'est pas de quoi qui rapporte le fait sur Non. Quand Louis XVI vire Turgot, souvent les gens disent oui, il a été... Parce que sa femme voulait que l'on vire Turgot, du coup on a dit qu'il était faible, etc. Non, c'est complètement faux. Il veut vraiment remettre les corporations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, Turgot écrit une lettre au roi qui, si j'ai bien compris, n'a pas été ouverte par Louis XVI lui-même. Et il dit, Turgot écrit dans cette lettre, c'est travail, là aussi, je suis remonté à la source. Dans cette lettre, il y a écrit, je n'ai pas noté exactement, mais faites attention, par abus de faiblesse, pas faites attention, mais par abus de faiblesse, on finit souvent la tête sur le billot. Quelque chose comme ça. C'est vraiment clair. Là, la phrase est claire. Et c'est Turgot qui écrit ça à Louis XVI. Bon, il en avait gros, hein, parce qu'il s'est fait... Louis XVI lui a donné énormément d'argent. Mais il y a des précédents aussi dans l'histoire anglaise. Oui. Non, mais c'est pour la référence à Charles Ier. C'est la référence à Charles Ier, bien sûr. Mais on est sur une menace. Quand on voit vraiment, quand Louis XVI le vire, qu'en même temps, ça s'arrange avec le noir, critique les usuriers de Paris, critique aussi le Parlement, ses ennemis, il les déclare officiellement. Voilà. C'est ça, et c'est eux qui l'ont amené à l'échafaud, et c'est ça. Et c'est encore ces gens-là qui parfois, et qui souvent, dominent la France par-dessus le politique. Ces gens-là veulent dépasser le politique, encore actuellement. Je ne parle pas forcément des francs-maçons, tout ça, je parle vraiment du Parlement, et dans le sens où ces gens-là répondent à des logiques économiques. Et là, c'est exactement pareil. On a le Parlement, ce sont tous des vendus, des gens qui ont tous tapé dans la caisse, tous. Merlin de Douai, c'est des espèces de merde comme ça qui sont restés jusqu'au Second Empire, et des gens qui sont travestis à tous les régimes, juste pour taper dans la caisse, vous voyez, au Premier Empire, pardon, qui sont restés et qui vraiment le disent. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de complot. Ces gens-là déclarent être des ennemis de la royauté, du monde ancien, pour installer un monde nouveau, un nouvel ordre mondial. Voilà. Bon, bien, merci à vous, et puis j'espère que ça va vous servir au moins pour ce cercle en préparation de la messe du 21 janvier. Bien sûr, on vous attend. Et
maintenant, quand vous allez entendre un des plus beaux testaments qui a été écrit, qui est celui du testament de Louis XVI, vous allez voir que c'est... Là, vous allez comprendre vraiment la force politique de ce personnage-là. Quand vous avez vraiment... Il ne faut pas décrocher, parce qu'il est un peu long, mais il est vraiment passionnant, ce testament. Et là, vous avez tout Louis XVI.